Monkey D. Luffy est le personnage le plus important de son œuvre. Chapeau de paille, liberté et aventure sont des choses auxquelles nous fait accéder le protagoniste dès la genèse de cette histoire. Mais sans lui, comment on fait? Parce que énormément de choses tournent autour et dépendent de lui, via son influence durant les milliers d'épisodes qui ont suivi sa genèse. Alors, on a décidé de désintégrer ce perso de l'histoire, comme le gouvernement mondial. On efface une lumière de ce monde, éliminé de l'histoire. Ah là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change dans les différents faits de ce monde, le lore de l'univers? Qu'en est-il du sort des personnages les plus liés à Luffy, comme les membres de l'équipage, comme Ace, comme Dragon, Shanks, Stitch, et encore plein d'autres? Énormément de choses à aborder parce que ce petit gamin au chapeau de paille a vraiment chamboulé presque tous les événements de ce monde. Alors conseil, accroche-toi bien au mât du bateau et prépare-toi à t'accoster sur Lulusia en t'abonnant tranquillement à la chaîne. C'est bon? Let's go alors! Mais attends un peu, il y a un truc qu'on trouve important de vous partager aujourd'hui. Un partenariat qui vient soutenir le royaume de Lulusia. C'est Oli, une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes qui se démarque des autres parce que c'est sain, sans sucre, pas de taurine, pas d'arôme. Et ça contient de multiples vitamines, donc situation, t'es en pleine séance de handstand push-up à la Zoro et là, boum, t'as besoin de t'hydrater? Oli, avec sa gamme hydration sportive, ça glisse dans l'âme. T'es chez toi, tranquillou et t'as plus d'énergie? Fatigué? Boum! Gamme énergie avec sa caféine cristallisée, pour aller taper du crocodile. Et enfin, imaginons t'es là en pleine marche, déshydraté, comme les Mugiwara sur Alabasta. Boum! Oli Ice Tea, fraîcheur garantie. C'est tout simple, tu prends ta gourde, ton sachet, dans l'eau, et tu shakes. Voilà! Et puis tu laisses ça glisser. Ça fait du bien, par où ça passe. Donc 3 gammes disponibles pour plusieurs situations, il y a de la variété ici. Perso, moi, je le prends à la salle tranquillement entre 2 séries de tractions. Gamme hydratation avec le goût strawberry, qui oui, c'est mon préféré. Bref, vous pouvez aussi tester mon goût préféré et même plein d'autres avec le pack découverte où il y a plein de saveurs dans des petites boxes d'échantillons avec le code LULUSIA5 qui donne 5 € de réduction sur votre première commande. Merci à Oli et bonne vidéo. Commençons par la genèse elle-même de l'histoire, sa naissance. De base, Luffy, c'est la descendance même du révolutionnaire Monkey D. Dragon. Alors certes, on n'a pas le contexte de la naissance du jeune guerrier souriant, mais on peut imaginer, au vu de ce qu'on sait à l'heure actuelle, que dans ces moments-là, Dragon avait autre chose à faire avec son armée révolutionnaire que d'aller voir la mère de Luffy. Genre tout simplement libérer un peuple en besoin. Et ça, malgré ce petit changement, ça va tout changer. Reprenons depuis la naissance de Luffy et analysons l'effet de ce changement a priori anodin. そして時は10年前に遡り Dans ce lieu éloigné de presque tout ce qui relate au système qui régit le royaume de Goa, se trouve un homme qui est connu. Connu pour quelle raison? Sa maîtrise impressionnante du sabre et ses duels avec œil de faucon. Son nom, Shanks le Roux. Alors oui, cet homme est resté peinard 6 mois à faire des allers-retours dans la temporalité de base. Mais est-ce que cette raison, c'était pas Luffy lui-même? On connaît l'importance qu'ont les compagnons sur Shanks, et comme il le dit récemment avant son affrontement sur le territoire d'Elbaf, il est resté plus longtemps que prévu, car il a vu un vieil ami. Ce qui affirme donc sa tendance à rester malgré ses obligations. Mais dans ce cas, pas de Luffy et juste Makino et son bar. Par conséquent, Shanks reste alors plutôt 3 mois pour se ressourcer et surtout pour choper aux alentours un fameux fruit légendaire. Alors, dans ce contexte, on pense tout simplement que le fait que Shanks ne croise pas Luffy crée tout simplement un monstre encore plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. 2 bras parfaitement utilisables et surtout son bras fort pour manier l'épée qui reste intacte. Et donc, on fait face à un rookie qui n'a rien à craindre sans le handicap qu'il possédait dans d'autres circonstances. Un monstre sans limite, prêt à faire péter son potentiel. D'un autre côté, ça signifie quoi? Ça veut dire que Mihawk n'a littéralement 0 excuse pour ne pas affronter le Roux. Barbe Blanche nous citait des combats qui faisaient écho dans tout Grand Line, et dans ces circonstances, Shanks ne restera pas si longtemps l'inconnu qu'il est pour le monde à ce moment. Shanks sans son handicap pour nous, se hissera largement au long terme, au-dessus de la maîtrise d'épée de Mihawk, et deviendra donc le plus grand sabreur au monde, et par la même occasion, au vu de ses ambitions inarrêtables dans son aventure, d'un titre d'empereur qui sera acquis des années avant sa nomination réelle, qui est de 6 ans. Et là, vous allez me dire, loser, bande de fraude, vous n'avez même pas parlé du fruit de Luffy, vous y connaissez vraiment rien. Calme-toi, Jean-Kevin, on y vient. Alors pour le fruit du caoutchouc, c'est très flou, mais je pense qu'il a plusieurs prétendants, car comme on l'a découvert sur le toit d'Onigashima face à Kaido, et par les dires des 5 doyens, ce fruit possède une volonté propre. Il échappe au gouvernement et surtout, au vu de ce qu'il amène comme valeur à ses alliés, le sourire et la liberté, la volonté de ce fruit est dans l'obligation de choisir un homme qui est en quête d'aventure et de liberté, quelqu'un qui veut changer le monde.
Et sur ça, il y a de nombreux candidats. Tu as soit Luffy, mais s'il n'existe pas. T'as Roger, mais il arrivait trop tôt, 20 ans trop tôt. Son état de santé ne pouvait suivre jusqu'à la naissance de la nouvelle princesse sirène. Et malheureusement, c'était un candidat presque parfait. Et ensuite, on a Dragon pour son mouvement de libération, Ace par sa volonté héritée de son père, le roi des pirates, et sa quête de piraterie et surtout son dit dans son nom. Et enfin, on a Shanks. Et vraiment, c'est très difficile, mais par élimination, ça sera aucun d'eux. Enfin, presque. Dragon peut, mais possède a priori déjà un fruit, qui se rapporte au vent comme on l'a remarqué de nombreuses fois. Ace, qui est plus dans une quête centrée sur lui-même, se faire un nom et prouver que sa vie a de la valeur. Et enfin Shanks, qui a hérité des valeurs du capitaine de l'Oro Jackson en personne, et qui a grandi selon ses mots. Mais Roger l'a chargé d'une mission, et contrairement aux 3 autres prétendants, il ne possède pas de dit dans son nom, ce qui relève, au vu de l'importance de cette lettre dans l'histoire, que Shanks ne peut pas devenir héritier de la volonté d'un dit comme Joy Boy. Son destin lui réserve d'autres choses. Ce qui pousse donc Ace à être le plus apte à recevoir ce pouvoir grandiose, plein de caoutchouc et de liberté. Et ouais, mais d'ailleurs, en parlant d'Ace, comment ça se passe au Mont Corvo? Parce que pour rappel, Luffy l'avait rejoint quand il avait 7 ans, et ça avait fait grandir d'une certaine manière Ace. Avoir Luffy, c'était du boulot, et même si au début, c'était beaucoup de haine, c'est devenu un petit frère par les liens du saké avec Sabo. Et Ace, surtout durant l'incident de Grey Terminal, est devenu un bonhomme en sauvant sa famille. Un gamin certes, mais responsable de ses proches depuis la disparition de Sabo, qui ici est bien plus impactante, étant donné que c'est le seul frère qu'il possède. Alors Ace dans cette timeline est encore plus solitaire. Le fait de perdre Sabo l'aura rendu suffisamment mature pour se lancer dans la piraterie dès ses 15 ans, et aussi assez chanceux pour rencontrer durant ses 3 petits mois de présence Shanks lorsqu'il était sur Fushia. L'occasion de se présenter et de par son attitude faire comprendre qu'il est le fils de son père, et donc qu'il est apte à manger ce fruit avec l'accord de Shanks, en accord avec ce fruit et son héritage de conquérant. Ace part en mer bien plus jeune, puissant et mature que dans la timeline originale. Mais ce n'est pas tout concernant les plus proches de Luffy. Un devient un homme encore jamais vu, et on a l'occasion de le voir dans cette timeline. Un dragon plus fort que jamais. Être un combattant pour la liberté, ça demande un investissement énorme sur le plan financier, énergétique et même le coût de la vie. Alors même si à cette époque, dans la timeline de base, personne sauf Garp n'avait l'info que Dragon avait un gamin, je suis presque sûr que Dragon était bien plus vulnérable, bien moins serein dans ses actions, car il possédait une faille, un point faible, son fils. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous confirmera aux côtés de Kuma. Le mec allait carrément faire des détours sur Fushia pour observer en secret son gamin, c'est dire l'amour qu'il lui portait. Mais si Kuma a été capable de le découvrir, c'est qu'il n'était pas assez préventif. Impossible de camoufler quelque chose d'aussi gros sans faille. Alors pour nous, sans enfant, Dragon est une menace encore plus folle de ce que le monde de One Piece nous a fait comprendre. Ici, pas de tatouage rouge sur le visage, car c'est un événement qui est apparu entre ses 33 et ses 41 ans, sachant que la naissance de Luffy était à ses 36 ans, on pense que ce tatouage a un sacré lien entre sa famille, sa femme ou son enfant, ce qui est donc la raison pour laquelle il n'en a pas ici. Donc Dragon aurait pris selon nous bien plus de risques, par conséquent aller secourir la copine de son ami, monter sur la Terre Sainte sauvetage de génie express, un homme dangereux, très dangereux, qui est capable de raser un endroit pour en créer un autre bien plus sain. Pareil pour l'emprisonnement d'Ivankov, descendre sur Impel Down pour aller récupérer un de ses commandants les plus importants, et surtout un ami de longue date. Rien à faire des répercussions. Cet homme serait le danger public que le gouvernement veut abattre coûte que coûte. Là, je pense même qu'il serait prêt à prendre un otage des Dragons Célestes pour faire sa révolution. Car malheureusement dans la temporalité actuelle, Dragon souffre d'un manque d'action. Il a des opportunités mais ne saisit pas ses chances, car ce n'est pas le bon moment selon lui. Mais en vérité, le bon moment n'existe pas. Et Fisher Tiger en est la preuve elle-même. Il a grimpé tout seul Redline et a libéré un nombre affolant d'esclaves tout en mettant le feu et en ressortant vivant. Et Dragon, avec tout ce qu'il possède, ne fait rien. Même venir secourir Kuma sur la Terre Sainte, il ne s'est pas déplacé. Et c'est bien dommage, car tout le monde l'attend. Même lui le dit. Le monde attend notre réponse. Et quand la donnera-t-il enfin? Dragon, au lieu de ne rien faire selon nous, aura été globalement bien plus actif avec ses proches. Alors là c'est vrai, on est resté très porté sur la famille. Mais en vrai, chronologiquement, il y a plein d'autres choses qui arrivent, notamment à l'équipage. Passons à l'énumération. Chopper, Vivi, Nami, nombreux sont les membres de l'équipage à avoir été secourus par leur futur capitaine. Et pourtant, si on prend la situation sans lui, ça devient très triste et très mortel. Zoro, abattu ou mort de faim sur son vieux poteau en bois pour avoir fait un sashimi du chien de Hermep sur Shelltown, ni plus ni moins, un rêve de grandeur qui s'éteindra dans l'anonymat le plus total dans la mer la plus calme des 4.
Nami, tout aussi tragique, finira soit par en finir avec sa propre vie, vu la difficulté et la violence qu'elle subissait, tant physique que mentale, pour sauver son village face à la force inhumaine d'Arlong, ce sera juste trop dur à vivre. Donc le plus logique, c'est qu'elle en subisse trop et en finisse par se blesser elle-même, pour surmonter la douleur jusqu'à la fin. Ou simplement Arlong, par son excès de violence, qui finira malencontreusement par la tuer. Usopp, on n'aurait jamais entendu parler de lui sans Luffy. Kuro aurait mis à exécution son plan, et malgré qu'Usopp l'aurait découvert, il n'aurait rien pu faire, tout comme Kaya qui périra. Et le Merry lui-même, indirectement, qui ne pourra jamais se balader sur une mer à perte de vue. Mais bon, faut pas croire que ça change beaucoup de choses pour Kuro. Le gars, je vous rappelle, son objectif, c'était de se retirer de ce monde de pirates, pas de devenir glorieux. Chopper, il aurait péri lui aussi en essayant de protéger Kureha face à Wapol. Il aurait fini battu jusqu'à un état terrible, il y a même moyen qu'il se fasse manger par Wapol. Et boum, grosse explosion. Parce que je vous rappelle que si tu manges 2 fruits, t'es censé exploser et mourir juste après. Et vu que Wapol a tendance à manger les gens sans aucune raison, vous voyez le cocktail quoi. Vivi et Robin, pas mieux. Crocodile tuera sans hésitation les deux, une indirectement et une directement. Directement Robin, car elle mentira dans la salle du poneglyph sur le contenu de ce qu'elle venait de lire, donc dead madame, en fait comme ce qui est arrivé si Luffy n'était pas arrivé à temps dans la salle. Et même si on prend en compte qu'elle arrive à s'échapper de Crocodile, elle se fera choper quand même un moment par le gouvernement. Et sans quelqu'un pour la soutenir, je pense qu'elle abandonnera. Face à cette fuite constante, elle se rendra, comme sur Water 7. Et Vivi, en essayant coûte que coûte d'arrêter la guerre, se retrouvera entre 2 affrontements et embrochée, comme ça aurait pu arriver dans la timeline de base si elle n'avait pas été aidée à temps. Avançons franchement, et on arrive à Franky, qui, on le rappelle, sans l'aide de Luffy et de sa clique, aurait été dans le cercueil ou à Impel Down, on sait pas trop, donc sûrement effacé entre guillemets par le gouvernement comme son maître Tom. Mais il se sera assuré de tout brûler avant pour les plans de Pluton. Vous inquiétez pas, ça reste toujours un bon Franky, comme dans la timeline de base. En héritage à son maître, il réalisera le même acte. Si tu connais bien l'équipage, tu sais qu'il en manque 3 qui n'ont pas été évoqués. Oui, car c'est ceux qui s'en sortiront bien. Alors bien entre guillemets, parce que ça reste quand même un bourbé. C'est Sanji, Brook et Jinbei. Parce que par exemple, sans Luffy, au Baratie, il y avait un mec d'une renommée incroyable qui avait tapé l'incruste normale pour venir taper les petits. C'est Mihawk, qui aurait réglé de lui-même le problème au Baratie avec Don Krieg. 2-3 mouvements de sabre, donc Sanji sauvé, le resto sauvé, et Krieg découpé sagement au sol. Ce qui fait que Sanji n'ira pas réaliser son rêve de trouver All Blue, mais qui restera toute sa vie à gérer avec Zeff et à prendre sa relève pour le bateau restaurant, dès que Zeff n'aura plus les capacités. Sauf que, parce qu'il y a toujours un mais dans l'histoire, Sanji, rappelez-vous, il devait se marier à un moment. Alors dans cette timeline, Sanji c'est un inconnu, un nobody, personne sait qui c'est. Il n'est pas connu via sa prime, ce qui limite les chances que Judge se rappelle de lui. Un facteur déterminant qui lui avait permis de se rappeler de son fils caché et donc de l'utiliser. Alors ici, Whole Cake sera bien plus différent, avec un autre des frères de Sanji, et Judge se fera bien évidemment piéger comme un bleu, et surtout éliminé par Big Mom. Pour Brook, seul déjà pendant une très longue durée, seul sur son bateau, et en plus sans son ombre, à jouer de son violon dans l'ombre des navires du triangle de Florian, et bien sans l'opportunité de croiser un groupe prêt à l'accompagner pour battre Moria, il devra rester caché, tout comme les monstres énormes présents dans cette zone. Et puis pour Jinbei, on le voit bien sagement rester à Impel Down, bien silencieux, car il ne voulait pas participer à la guerre au sommet de par la présence d'une personne qu'il respectait, Newgate. Et de ce fait, Jinbei ne rejoint jamais Big Mom, puis Luffy. Mais surtout, il finit mort de vieillesse en prison, sans aucune liberté, ayant choisi son sort de lui-même. Au niveau des événements qu'on a tous connus, les changements majeurs sont Kobe, le petit gamin qui sera assouvi pour l'éternité à Elvida et ne sera tout simplement pas sauvé de son bateau, incapable de trouver la force de s'opposer à la situation et donc de réaliser son rêve, entrer dans la marine. Un peu plus tard, il y avait Baggy, qu'on avait croisé très tôt dans l'aventure aussi. Et il faut expliquer l'implication anormale que Luffy a eue sur sa popularité énorme. Genre même lorsqu'il cherchait ses membres, ce qu'il voulait c'était se venger de Luffy. Et c'est ce qui l'a amené à s'allier avec Alvida, et à le recroiser ainsi sur Lockdown. Donc déjà, son équipage est a priori toujours aussi claqué, avec son dresseur de lion et son acrobate là. En gros, on reste en mode cirque. Mais bon, faut pas oublier que Baggy cherche activement le trésor du Capitaine Jaune, ce qui donc lui fera arriver sur Grand Line, et donc par conséquent
se faire enfermer dans Impel Down, tout comme dans la timeline de base, au niveau 1 de la prison. Mais bon, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas Luffy pour lui faire profiter de l'occasion de s'évader. Ce qui veut donc dire que, même par le fait qu'il a menti pour ne pas posséder de menottes en granit marin, il n'y a aucun monde où il arrive à s'échapper de Magellan et de tous les monstres et gars violents qu'on a croisés dans cet arc. Donc Baggy ne deviendra jamais empereur. En fait, on va rester plutôt sur un système après Ellipse qui restera intact. Big Mom, Kaido, Shanks et Barbe Noire. Avançons de nouveau, et là, c'est le cas Smoker qui nous intéresse. En effet, ce gars nous est présenté comme le dernier rempart d'East Blue pour entrer sur Grand Line, et faut dire qu'il réussissait très bien son boulot, le gamin. Le fumeur de cigares était très productif. Arrêt après arrêt, il ne s'arrêtait pas, le gars. Et sans la venue de Luffy sur Lockdown, dans cette timeline, et bah, Smoker il voit jamais l'intérêt de rentrer sur Grand Line pour poursuivre quelqu'un, vu qu'il les arrête tous. Il reste donc dans sa zone de confort, dans sa zone quadrillée, sa zone de fumée bien épaisse, à rendre Lockdown un cauchemar pour n'importe quel pirate. Mais bon, seulement ce Blue quoi. Ah oui, et à ce moment-là, sur cette île, au passage de l'équipage, se trouvait Bartolomeo, qui observait attentivement l'exécution de Luffy, et ça lui a donné ce fanatisme abusif. En même temps, vu la dinguerie de l'événement, on le comprend. Mais sans exécution, pas de Bartolomeo, qui prend la mer, donc en fait ça marche pas. Allez, on reprend la télécommande, on continue, x2, encore. Allez frère, c'est long là. Voilà, ça, c'est ça. Skypea. Là-bas, il y avait un mec qu'on proclamait Dieu. Et en même temps, on le comprend, le mec c'est limite Zeus. Je parle bien d'antagoniste ténère, vous l'avez compris. Qui va littéralement faire un carnage sur cette verse. La tribu de Wiper, éteinte. Toute grillée sur place. Le dieu auparavant en place, Gonfall, brûlé par la foudre. Et pour finir, on envoie la grosse bouboule pour finir le reste. Raigo, sur cette terre maintenant inutile. Direction la lune pour Ener, et ici sans aucune difficulté. Il aura soigneusement pris soin de tout détruire sur son passage, tout comme il l'avait fait pour sa terre natale, Birka. Allez Pao, reprends la télécommande, on repart en x2. Non, ça a déjà été abordé. Thriller Bark, pareil aussi. Ah, Sabody, on a des changements importants. Faisons un arrêt sur ça. En fait, le début de cet arc se base sur le fait que Kemi, la sirène, se fait littéralement sauver par l'équipage. Alors, c'est super sympa, hein, mais en vrai, ça a amené grave de galères. Duval et sa clique, Octo à récupérer, Kemi qui se fait kidnapper, Luffy qui défonce littéralement pleine face un dragon céleste. Le divertissement, quoi. Donc là, bah, elle se fait pas sauver, quoi. Elle finit de digérer dans l'estomac de ce lapin dégueulasse. Non, vraiment, Oda, qu'est-ce que tu fumes quand tu fais tes designs? Non, c'est quoi ça? Non, vas-y, non, vas-y, c'est trop. C'est trop pour moi, c'est trop. Bref, ensuite, tout le groupe des Supernovas, sans la dinguerie de Luffy, vont être bien sages devant les actes des dragons célestes. Zéro écart, et ils vont tout tranquillement aller vers le nouveau monde bien plus tôt que prévu, puisque Kizaru ne se ramène pas sur l'archipel. Et ça signe la fin de Staskid et de Law, qui vont pour l'un se confronter à Doffy et son business, mais pas encore trop grand vu le manque d'expérience des 2 ans de base, donc pas de vengeance et surtout la fin, et pour l'autre, à sa mort aussi, car le Kid qui a affronté Kaido une fois sa chute des îles Célestes ne sera pas assez résistant pour encaisser les chocs de l'affrontement avec la bête. Bref, 2 morts supplémentaires au compteur. Pour Marineford, le changement me semble plus qu'évident. Le point de non-retour sur l'île de Banaro est différent, vu que Barbe Noire affrontera un Ace certes plus expérimenté avec un fruit du Gum Gum, mais qui sera toujours autant pris de surprise comme dans la chronologie de base par le pouvoir surprenant de Teach. Et là, il n'y aura pas de guerre 5, sachant qu'Ace ne meurt pas via cet affrontement, une condition nécessaire à l'éveil du fruit au vu de ce qui s'est passé avec Luffy, et donc l'éveil ne se produit pas, vu que Teach prend toujours soin de garder les gens en vie pour ensuite en gagner un avantage. Pareil que dans l'histoire, il le livre à la marine, ce qui nous conduit à la guerre au sommet. Qui se produira donc sans tous les prisonniers d'Impel Down et donc indirectement sans une libération Ace, vu le sauvetage du crocodile sur son exécution, évidemment celui de Luffy à la fin. Donc là, je peux vous le dire avec certitude, l'équipage de Barbe Blanche se fait malaxer gentiment. Ce que je veux dire, c'est que vu le manque d'alliés de Impel Down, Barbe Blanche sera plus sur le devant de la scène, donc son cœur lui fera défaut plus rapidement, et Akainu en profitera tout aussi rapidement. Et une fois la mort du padré, ici, il n'y aura pas d'arrivée de Teach, mais ça sera terminé justement par Akainu, pas de mort glorieuse. Seulement à Akainu en pleine capacité, en train de frapper un homme aux capacités physiques réduites, Aokiji termine Jaws par la surprise de voir son père en difficulté, Marco lui se fait de nouveau menotter et pour de bon, alors avec ces 3 morts, Ace, Newgate et Jaws,
Quelle est la raison même de continuer à combattre? La vengeance? Certes, mais les gars sensés comme Marco et Izo remarqueront que le combat est vain et qu'il vaut mieux qu'ils se retirent pour faire le moins de victimes supplémentaires. Sauf qu'il n'y a pas cette possibilité. Trop de pertes, trop de tactiques intelligentes de Sengoku. La marine est complètement victorieuse de cette bataille. Le reste des survivants de l'équipage de Newgate finissent aux côtés des Katarina Devon, San Juan Wolf, etc. au niveau le plus bas de Impel Down, surveillés par Magellan dans une prison intacte sans évasion d'un Luffy ou d'un Teach. Et encore une fois, Ace ne s'éveillera pas. Il est menotté par du granit marin, et donc ce qui ne laisse pas l'occasion à son fruit de se manifester durant ces derniers instants, ce qui remet donc à nouveau en liberté le fruit légendaire. Donc vous l'aurez compris, Teach par son caractère intelligent n'y verra pas l'intérêt de se jeter dans la gueule du loup. Il y a trop de risques. La seule façon de ressortir de Marineford dans la timeline de base, c'était l'apparition de Shanks et indirectement l'arrêt de la guerre. Là c'est pas le cas, donc il va pas le faire. Plus globalement, Teach garde son poste de grand corsaire jusqu'à pouvoir atteindre le contrôle de la ruche et enfin devenir l'empereur qu'on connaît. Enfin à peu près, parce que là il n'aura qu'un fruit. Et en plus, l'événement de Rocky Port est incertain. Au vu de la non-présence de Law et de Kobe qui l'avaient aidé à prendre le contrôle de la ruche, de ce fait c'est incertain s'il prend vraiment contrôle de l'endroit. Mais ce qui est sûr, c'est que Teach réussira d'une manière ou d'une autre à devenir un empereur. Bon, ça y est, on a fait les 3/4 du chemin, il nous reste seulement le nouveau monde. Je vous rassure les gars, ça va être rapide. Et pour commencer, quoi de mieux que l'île des hommes poissons? Ce sera un carnage pas possible. Odie et Vanderdecken, par leur alliance douteuse, vont finir par détruire l'île de par la chute du Noah sur cette propre île. Évidemment, chose qui avait été évitée par l'aide de Luffy. Pour Punk Hazard, César restera sur son île tranquille. Production de Smile au max, élevage d'enfants attentifs, expérimentation chelou, il ne s'arrêtera pas, croyez-moi. Après, est-ce qu'il réussit à gigantifier des humains? Ça, c'est une autre question. Et là, on est déjà à Dressrosa. Vous voyez que ça passe vite. Eh bien, que dire à part le fait que Doflamingo aura parfaitement contrôlé cet endroit de fond en comble. Père et enfant séparés, et surtout, abus de pouvoir de Sugar qui ne sera jamais soupçonné. Il a tout gagné le Dofi. En plus, il a terminé son plus grand gêneur, Law. À Wano, le raid se produira avec ou sans la team Kinemon qui, on le rappelle, sera complètement bloquée dans les endroits où ils se sont éparpillés. Ça veut dire qu'ils n'arriveront jamais à Wano et que donc les fourreaux rouges et les alliés du clan Kozuki périront tous sans exception durant le festival du feu. Je dis bien tout le monde parce que Kaido il fera pas d'exception. Il veut qu'ils finissent leur vie en beauté, en se battant pour leurs idéaux. Mais le fait qu'il n'y ait pas le raid qu'on a connu dans la timeline de base, ça mène aussi au fait que Yamato elle deviendra effectivement un pilier de Wano, à contre-cœur, shogun, sous les ordres de son père, sans une once de liberté, ce qu'elle recherche pourtant tellement. Et enfin, Egghead. Sans la présence de Luffy sur l'île, le CP0 va faire son boulot plus facilement. Ils étaient là pour éliminer Vegapunk, Lucci, Index Gun, Vegapunk au sol. Fini. Et l'objectif de Saturne complètement réussi. Les 3 objectifs, plus Bonnie, qui aura par la même occasion fait une réconciliation en rencontrant Vegapunk, mais qui se fera tuer aussi dans l'équation, pour toutes les galères qu'elle a fait vivre au gouvernement avec la volonté de sauver son père. Saturne sans pitié, il l'achèvera. Et donc, on n'a pas de remplacement avec Garling. Saturne reste un Gorosei. Après ça, au vu de certains personnages bien différents dans la timeline de base, pour nous, c'est ce bon vieux Shanks le Roux qui se hissera vers le titre du roi des pirates, battant Teach, puis Big Mom, puis Kaido, pour récupérer les infos dont il avait besoin pour atteindre la dernière île. Devant ce fameux trésor, on pense qu'il se pourrait, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il contient réellement, qu'il arrive 2 possibilités. Donc soit, tout comme ses figures éducatives, Shanks décide de ne pas agir et cherche activement à trouver l'héritier du fruit, un homme en quête de liberté qui aura soit déjà trouvé et mangé le fruit, qui est désormais à l'air libre, soit juste trouvé le fruit et décider de quelqu'un digne de le manger par lui-même, pour ensuite aller battre le gouvernement. Ou alors que Shanks comprenne un nouveau sens aux dernières paroles de Roger, comprenant ses défauts, et décidera lui d'agir et s'alliera avec le grand Monkey D. Dragon. Et de par une alliance, l'équipage de Shanks, l'armée révolutionnaire, les 2 grandes têtes viendront face à l'homme que l'on nomme Insama. Comme vous l'avez compris, ce monde est bien cruel. Plus de morts, plus de batailles sanglantes, plus d'antagonistes gagnants, mais en vrai, ça change et je suis prêt à parier que ça plairait plus à certains. Une mise en avant de Ace, puis de Shanks en tant que protagoniste de l'histoire, un Dragon bien plus actif, tout ça sont des choses que beaucoup aimeraient voir. Plus de temps d'écran pour ces persos si intéressants. Et puis faut le dire, vu le nombre de fausses morts auxquelles nous on a fait face dans toute l'œuvre en tant que fan, qui parfois, faut le dire, sont des facilités scénaristiques, c'est peut-être mieux ainsi. Un univers un peu plus réaliste, une histoire peut-être plus
cohérente et poignante. Alors ce monde très différent, très apocalyptique, est-ce qui vous paraît cohérent? Est-ce que l'utilisation des morts est une chose qui vous dérange? On aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, parce que ça reste un débat assez complexe sur l'œuvre, donc nous sommes intéressants de récolter tous vos avis. Dites-nous le sujet du prochain What If en commentaire. Encore un grand merci à Oli pour avoir sponsorisé cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Nous on vous dit à la prochaine sur le royaume de Lelousia. Abonne-toi et ciao.